Bienvenue à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Alsace 20, Canal 32, Moselle Télé et Vosges Télé. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale enregistrée ce mardi 7 décembre au Palais des Congrès de Strasbourg à l'occasion de l'événement 360 organisé par Grand Innov. C'est le rendez-vous incontournable de la croissance et de la transformation économique au sein du Grand Est. Nous en profiterons pour vous faire découvrir de belles dynamiques à la fois d'innovation et de croissance à travers des témoignages mais aussi des reportages. Et puis Jean Rotner, le président de la région Grand Est, nous fera partager les enjeux de la transformation économique du territoire et comment surtout la région compte l'accompagner. Je vous le disais, cet événement est organisé par Grand Innov, l'agence régionale de l'innovation, et je vous propose de nous entretenir tout de suite avec son président, Étienne Leroy. Suivez-moi. Président, cet événement, ce nouvel événement 360, que représente-t-il et dans quoi s'inscrit-il ? Alors, il s'inscrit à la fois dans la continuité et dans une rupture. Alors, dans la continuité, pourquoi ? Parce que 360 degrés possible, c'était ouvrir à l'industrie, ouvrir à toutes les entreprises du Grand Est un espace d'échange. Et puis, je remercie les pouvoirs publics, c'est-à-dire la région, l'État, la BPI, la Banque des Territoires, l'ADEME, de nous donner les moyens d'amener les entreprises plus loin, plus fort dans leurs projets, dans le respect de leurs projets. Voilà, alors toutes les équipes de Grand Innov sont mobilisées là-dessus et c'est un vrai plaisir pour moi de présider un événement pareil. Donc voilà, vous sentez qu'il y a de l'enthousiasme, il y a de la continuité, mais il y a une rupture parce qu'on a vécu quelque chose de difficile et maintenant on se sent plus fort pour aller plus loin. Et je sens un grand sourire derrière le masque. Exactement. Et on va voir de très belles initiatives et de très belles dynamiques d'entreprise justement. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. Avec l'écologie, le numérique et la santé, l'industrie sera l'un des moteurs des transformations économiques de la région Grand Est et certaines entreprises se sont déjà engagées dans la voie de l'industrie 5.0. C'est le cas notamment de Ferco en Moselle, le seul fabricant en France de ferrures pour portes et volets qui investit massivement pour automatiser ses lignes de production. La preuve en images avec ce reportage tourné il y a quelques mois par Gaël Thiss pour Moselle Télé. Donc, le site de Redin, nous, on fabrique tout ce qui est ferrure pour les fenêtres, ouvrant à la française ou aussi aux battantes. Ces pièces en acier qui entrent dans la composition de portes ou de fenêtres visent le haut de gamme et permettent des systèmes d'ouvertures innovants. Seul acteur français du marché, Ferco compte bien le rester. Alors, pour continuer à produire en Moselle tout en faisant face à la concurrence de pays à bas coût, l'entreprise innove et investit. Chaque année, l'entreprise investit entre 3 à 4 millions d'euros dans de l'équipement, machines, ou aussi dans nos outils. Dans ces ateliers, l'acier est réceptionné sous forme d'immenses bobines avant d'être fondu, découpé et traité en surface. Un processus entièrement automatisé dans lequel des machines connectées et flambant neuves remplacent progressivement les anciennes. C'est le cas pour ce robot de fonderie moulant l'acier ou encore pour cette machine à électro-érosion arrivée le mois dernier. Ici, c'est une ligne semi-automatisée de montage de crémone qui a été mise en place il y a 2 ans. Conçue en interne par le pôle innovation, elle a permis d'augmenter les volumes de production sans personnel supplémentaire et de rapatrier en France une ligne qui était délocalisée. Améliorer la qualité des produits et des cadences tout en réduisant la pénibilité des postes, c'est la priorité de l'entreprise et c'est aussi en ce sens qu'elle a investi dans ces 8 chariots élevateurs pilotés à distance qui viennent compléter le travail des caristes ou encore dans cette cellule robotisée qui remplace depuis 2 ans les bras de l'homme pour les opérations d'emballage. Malgré l'automatisation accrue de ces process, les effectifs de l'entreprise sont stables depuis 3 ans et les départs à la retraite permettent de continuer à embaucher. Pour cela, Ferco puise dans le vivier de ses nombreux apprentis. Une vingtaine de jeunes sont actuellement en formation dans ces ateliers. Le défi de l'industrie du futur ne concerne pas que le secteur purement industriel, comme chez Ferco, mais aussi le monde du vin, notamment pour la modernisation des outils de production ou aussi la prise en compte des contraintes de l'environnement. Eh bien, c'est ce défi qu'a relevé la cave viticole d'Orschwiller-Kinsheim, une cave coopérative qui fédère depuis
3 générations, 65 vignerons et près de 160 hectares de vignes, des vignes au pied du célèbre château du Haut-Königsbourg. Eh bien, je vous propose d'aller tout de suite à la rencontre de Thibaut Houman, le chef de projet de la modernisation de la cave. Thibaut Houman, vous êtes le chef de projet modernisation de la cave d'Orschwiller-Kinsheim. On va revenir sur ce projet de modernisation, mais peut-être rapidement nous camper le décor. Qu'est-ce que c'est cette cave Ouais, quelques chiffres. Alors la cave a été créée en 1957 au pied du Königsbourg, entre le village de Saint-Hippolyte et de Kinsheim. On a actuellement une soixantaine d'adhérents qui travaillent avec nous. Et si vous voulez quelques chiffres clés, ça représente 1,5 million de bouteilles par an, étendues sur 160 hectares. On a aussi, grâce à cette étendue, on peut bénéficier d'un certain nombre de grands crus et de vins très typiques qui fait toute notre authenticité. Et finalement, l'authenticité et l'excellence seraient les 2 maîtres mots de cette coopérative. Alors, authenticité et excellence, mais c'est pas antinomique avec modernisation. Vous avez engagé un gros programme de modernisation. Expliquez-nous en quoi c'est et sur quoi ça se base. Oui, effectivement. Alors, en fait, vous devez le savoir, on a cette grosse problématique aujourd'hui de la concurrence internationale. Aujourd'hui, c'est un marché qui est de plus en plus concurrentiel. On a aussi de nouvelles attentes de la part des consommateurs, de nouvelles habitudes de consommer. Mais il y a aussi cette difficulté, comme la majorité de la filière, on fonctionne encore de manière assez traditionnelle. Et si on ne fait pas ce choix d'avancer, on risque de ne pas être capable de faire face à toute cette concurrence. Alors tout est parti d'un audit Industrie du futur, c'est ça ? Tout à fait. On a pu bénéficier de ce diagnostic Industrie du futur et qui nous a permis de construire derrière un plan d'investissement assez ambitieux pour pouvoir se projeter dans cette modernisation. Et il concerne quoi ce plan d'investissement ? Alors, ce plan il se divise en 4 parties. D'abord la mise en place d'un nouvel ERP au sein de la coopérative. Un logiciel de gestion. Un logiciel de gestion. On a aussi toute la modernisation de la ligne de production. Cette volonté aussi de travailler sur la cuverie pour gagner en qualité. Et enfin, toute une partie qui concerne la logistique. Derrière, quel est le souhait ? C'est finalement de pouvoir gagner en productivité, mais aussi en excellence à travers la professionnalisation de cette entreprise. On a aussi une volonté de répondre à toutes les attentes environnementales de cette entreprise. Gagner aussi sur toute cette partie logistique qui est aujourd'hui cruciale pour nous, ce développement, pour notre développement à l'export. Et je pense qu'il y a un dernier point aussi, c'est de pouvoir gagner en qualité à travers tous les produits que nous pouvons proposer. Bon, il faudra qu'on revienne vous voir pour voir comment ça se passe. On se retrouve tout de suite. Avec plaisir. Le défi de l'industrie en Grand Est, c'est aussi celui de la relocalisation, même dans des secteurs très concurrencés comme celui du textile. Eh bien, la PME vosgienne Tissage de France, portée par la marque 1083, se prépare à produire des jeans dans un nouvel atelier et près d'une vingtaine de couturières sont d'ailleurs en cours de formation. Explication dans ce reportage signé Jean-François Verrier et Anne Didier pour Vosges TV. Depuis quelques jours, dans cet atelier de confection chez Tissage de France à Rue-sur-Moselle, on forme une dizaine de couturières amenées à produire des jeans 100% français de la marque 1083, mais pas seulement. Une quarantaine de postes sont encore en cours d'installation pour un début de fabrication espéré en début d'année prochaine. Ces jeans seront confectionnés pour plusieurs marques, pour 1083 bien sûr, l'actionnaire majoritaire de Tissage de France, mais aussi pour plein d'autres marques qui veulent relocaliser, des enseignes, des grandes surfaces, en fait toutes celles et ceux qui sont intéressés par relocaliser la production de jeans en France. On confectionne trop peu de jeans par rapport au marché français. Seulement 100 000 jeans en France sur 88 millions sont fabriqués en France. Sur ces 100 000, il y en a 50 000 des 1083. Et donc vous voyez à quel point il y a un potentiel de création d'emplois si on relocalisait les 87 900 000 jeans qui ne sont pas fabriqués en France aujourd'hui. Le marché potentiel est énorme, misant sur l'élan de relocalisation issu de la crise sanitaire. On va pouvoir ici filer, tisser et confectionner des jeans made in France en s'appuyant sur de la main-d'œuvre locale, repérée et formée par Pôle emploi, le Greta et le lycée professionnel de Thaon-les-Vosges. Une vingtaine de couturières apprend donc le métier. Objectif, produire 100 000 jeans par an. Pour le dirigeant qui partage son temps entre le site d'origine dans la Drôme et celui de Rue-sur-Moselle, l'idée est bien de reconstruire une filière complète. Un élan qui sera confronté au choix de consommation de chacun, sachant que si la marque phare reste 1083 et ses jeans éco-responsables haut de gamme comme celui-ci, le Made in France entend s'adresser également à toutes les bourses.
Quand on fait un jean très innovant comme 1083, en coton bio, avec du fil retordu et pas mal de détails de finition, les jeans se retrouvent entre 100 € et 120 €. Si demain on arrive avec des volumes encore plus importants, à être plus rapide sur des modèles plus simples et avec des matières premières peut-être plus bon marché, on réussira, je l'espère, à proposer pour des grandes enseignes des jeans plus abordables. Industrie 4.0, logistique intelligente ou même hôpitaux connectés, cette évolution vers les services du futur nécessite souvent en amont de repenser le fonctionnement et la digitalisation des ressources, mais aussi de la production, des flux et des stocks. Depuis 8 ans, c'est l'activité d'OptaLP, une start-up auboise spécialiste des techniques d'optimisation et d'intelligence artificielle. Je vous propose de rencontrer son président, Hicham Chehad. Hicham Chehad, OptaLP, c'est quoi exactement son activité, son cœur de métier? Alors, OptaLP est spécialisé dans le développement de solutions logicielles d'optimisation et d'aide à la décision. Et concrètement, ça concerne quel type d'activité ou quel type d'usage ou de client? Alors, typiquement, on est sur aujourd'hui deux verticales, la santé et l'industrie. Donc, on va aller aider les établissements de santé à améliorer les performances en commençant par les flux dans les urgences, en anticipant le nombre de patients qui vont arriver dans les urgences pour mieux dimensionner derrière les ressources humaines et matérielles à mettre en place. Combien d'infirmières, combien de médecins il faut Voilà, mettre exactement combien de box il va falloir prévoir dans le service des urgences, mais idéalement aussi dans les services aval. Donc combien de chambres il va falloir ouvrir, anticiper, etc. Et dans l'industrie? Et dans l'industrie, typiquement, on est sur tout ce qui est planification de la production, sur les différentes contraintes, de la replanification en cas de changement qui n'était pas prévu initialement. Typiquement aujourd'hui, ce qu'on vit avec la crise sanitaire et avec la complexité de s'approvisionner en matières premières, notamment avec tout ce qui est semi-conducteurs, les industriels sont souvent obligés à replanifier leur production parce qu'il y a un manque de matières premières, parce qu'il y a des clients qui annulent leur production. Et donc ça, c'est à partir des données des antécédents qu'on prévoit finalement un peu l'avenir? C'est ça, c'est exactement ça. Nous, on va aller analyser les données historiques, mais également tout ce qui transite dans les systèmes d'information, les ERP des entreprises finalement. Et en couplant un peu ces données historiques avec les données en temps réel, avec toute la technologie derrière sur des algorithmes issus d'une veille mondiale, de la recherche scientifique, des techniques d'intelligence artificielle, on va aller répondre à ces différents enjeux pour améliorer finalement la performance des entreprises. Aujourd'hui, on est essentiellement, on va dire, comme principale activité sur la santé. Alors c'est l'enjeu actuel qui fait que depuis l'année dernière, on a eu de plus en plus de demandes sur nos solutions qui vont permettre aux établissements de santé d'accélérer leur digitalisation, mais surtout d'être capable de répondre à n'importe quelle situation non prédictible, on va dire. Puis également, on a pas mal d'activités en ce moment sur tout ce qui est télémédecine, déploiement de la télémédecine. Donc on travaille avec différents partenaires, que ce soit publics ou privés, dans ce type d'activité. Et puis avec également des industriels locaux, mais pas que, également au niveau national, sur tout ce qui est planification de la production avec les différentes contraintes terrain, on va dire, qu'ils peuvent rencontrer. Bon, bien occupé, on espère que vous le serez encore plus, on se retrouve tout de suite. On vient de parler de logistique, une activité qui est bien sûr boostée notamment par l'évolution du e-commerce. Alors pour tirer parti de cette croissance, l'entreprise de transport Gambarota, implantée depuis 70 ans à Vendeuvre-sur-Barse, dans l'Aube, a réussi à se transformer et à devenir une véritable entreprise de logistique. Explication dans ce reportage signé Noémie Gobron pour Canal 32. C'était le projet de l'année 2020. Ce nouvel entrepôt de stockage, 2 fois plus grand que les espaces déjà existants, réservé aux vins et spiritueux. L'entreprise Gamba et Rota est avant tout une entreprise de transport, mais elle a dû s'adapter à une demande plus forte et à la concurrence du commerce en ligne. Pour le patron, la logistique est devenue le nouveau point fort de la société. On a souhaité ce développement au travers des activités logistiques, et parce que les activités logistiques connaissent aussi une croissance forte, nous avons souhaité une activité logistique qui soit complexe, avec un panel de prestations extrêmement large. Donc c'est finalement un cousin ou un frère que l'on a développé. Qui mieux qu'un transporteur peut venir approvisionner un entrepôt et avoir la charge de la distribution des produits? Eh bien, c'est ça, entre guillemets, le pivot central
dans ces ensembles d'activités, c'est bien le transport. C'est ce qui a permis à cette entreprise historique de Vendeuvre et à ses 200 salariés de rebondir pendant la crise sanitaire. Grâce au commerce en ligne, elle a pu gérer une multitude de commandes pendant le confinement. Pour le préfet de l'Aube, Stéphane Rouvet, en visite récemment, le bilan des activités est plus que positif. Aujourd'hui, 60% des ventes de la société sont liées à la logistique, un secteur en pleine expansion, à tel point que les bras commencent à manquer. L'entreprise emploie 200 personnes et devrait en recruter 100 autres à la fin de l'année. Un projet qui va dynamiser la ville et cette partie du département. On nous pose souvent la question de savoir pourquoi on s'est implanté à Vendeuvre et pourquoi, et on répond souvent pourquoi pas. C'est notre ville en tout cas d'origine, c'est une ville que l'on connaît et il y a toujours matière à pouvoir grandir et trouver un développement là où on est né. Cela fait 70 ans que cette entreprise familiale est implantée à Vendeuvre. À ce jour, elle dispose de 35 000 m² d'entrepôt. Ce sera encore plus l'année prochaine. Elle a pour projet de développer une nouvelle plateforme de commerce en ligne. Étienne Leroy nous a présenté en début d'émission l'importance de cet événement 360 pour la dynamique d'innovation régionale. Et bien justement, nous allons évoquer avec Jean Rotner, le président de la région Grand Est, les enjeux de la transformation de l'économie du territoire. Président, vous venez de lancer l'acte 2 du Business Act. Après la période de relance, c'est une nouvelle étape qui est plutôt liée à la transformation de l'économie du territoire. C'est surtout une étape qui s'adapte à la crise, qui s'adapte à la réalité locale et économique mondiale également. C'est à la fois du local et du mondial ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi ? Le monde change et lors de la première étape de notre plan de relance fixé en juillet 2020, nous avions des objectifs qui étaient définis, qui étaient ceux de la crise. Aujourd'hui, avec un peu plus de distance, on voit que le monde change, se transforme. Il y a des problèmes de ressources humaines, des problèmes en termes de matières premières. Nous devons nous adapter, nous devons repartir à l'export. Ça veut dire qu'il faut refixer un certain nombre de bases et accompagner des entreprises. Plutôt que d'être un guichet, moi je préfère les accompagner, leur tendre la main, leur disant « tu dois te transformer d'un point de vue industriel, tu dois te transformer d'un point de vue numérique, tu dois te transformer d'un point de vue durable et tu dois te transformer » un point qu'on oublie un petit peu, d'un point de vue sanitaire et en termes de santé. C'est le bien-être au travail, c'est la capacité d'accompagner, de donner du sens, une responsabilité finalement sociale de l'entreprise. Pour ça, nous avons décidé de le faire dans un pack complet d'accompagnement qui va se répartir dans 15 campus à l'échelle de la région et qui sera accompagné aussi par un appel à manifestation d'intérêt. Mais c'est 11 nouveaux objectifs qui sont fixés aujourd'hui, non pas par la région, non pas par l'État qui co-signe ce plan, mais par les acteurs eux-mêmes. C'est ça qui est important. Nous sommes ici dans un vrai partenariat qui part du terrain, qui nous dit voilà quels sont nos objectifs, voilà où vous devez intervenir. Et nous acceptons, nous, de mettre de côté nos dispositifs habituels de droit commun pour dire faisons de l'exception parce que nous voulons être les premiers. Jean Rotner vient de l'évoquer, la santé, c'est l'un des futurs moteurs de la dynamique économique du Grand Est. Et dans ce domaine, nos entreprises sont déjà en pointe. Je vous propose un exemple avec Sisarc, qui est implanté en Meurthe-et-Moselle, le spécialiste français de la médecine nucléaire. On va tout de suite en parler avec Guénolé Mathias Lahaute, son président et fondateur. Expliquez-nous peut-être rapidement ce qu'est la médecine nucléaire. Alors la médecine nucléaire, c'est très simple. C'est une spécialité d'imagerie médicale qui est diagnostique, un petit peu particulière. On a besoin d'injecter un produit dans le corps du patient, un produit qui est radioactif. C'est un traceur qui est radioactif. On l'injecte dans le corps et en fait ça va se répartir dans le corps. Et le corps est vivant, il va s'imprégner du produit. Et dans les zones où il y aura une activité comme une fracture ou une tumeur, le produit va se fixer, il va s'hyperfixer. Et dans un examen scintigraphique ou un TEP scan, on va voir l'hyperfixation, on va dire là il y a quelque chose, là il faut intervenir. Alors vous avez mis au point un dispositif, un appareil très particulier qui est même unique au monde dans son domaine. De quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, les traceurs sont fabriqués à la main. C'est des manipulateurs en radiologie, c'est des préparateurs en pharmacie qui tous les jours, dans les laboratoires, dans les hôpitaux, dans les cliniques, sont exposés à la radioactivité pour préparer ces traceurs radioactifs, pour les injecter dans le corps du patient. C'était mon ancien métier, j'étais manipulateur en radiologie, donc je sais. Et j'ai ressenti ce besoin auprès de mes collègues d'automatiser cette phase-là. Aujourd'hui, on a conçu un automate, un robot qui s'intègre dans le service, qui va être capable de reconstituer le médicament, donc c'est-à-dire le chauffer, l'agiter, le refroidir, de le distribuer, de le mettre en seringue pour les patients, et tout ça de manière entièrement automatisée. Du coup, vous avez un infirmier, un manipulateur, un préparateur
qui voit du temps libéré, donc il peut aller s'occuper du patient. On a un travailleur qui n'est plus exposé à la radioactivité. Et on a un médicament qui est reconstitué par une machine, donc c'est très facilement traçable. C'est, pour un pharmacien, suivre la qualité de son médicament, c'est beaucoup plus facile. Alors, un appareil unique au monde, mais qui a nécessité des années de recherche et de développement. Tout à fait. Donc, c'est un projet qui est né en 2015. Donc, à l'époque, j'étais encore manipulateur. On a intégré l'Université de Lorraine, on a intégré l'incubateur lorrain, on a développé une collaboration avec le CNRS pour vraiment, depuis 2015, monter une équipe de recherche qui travaille presque jour et nuit là-dessus. Aujourd'hui, 6 ans de R&D, du soutien financier, des soutiens politiques, une vraie mobilisation de l'écosystème entrepreneurial, de l'innovation, non seulement à Nancy, mais dans toute la région Grand Est. On a la chance d'avoir bénéficié de tous ces appuis pour développer aujourd'hui une solution unique au monde qui est brevetée, multi-brevetée, et qui va équiper plusieurs centres normalement l'année prochaine en France et en Europe. Et c'est un emploi, c'est une usine en France. C'est pas délocalisable, c'est de la techno française. Et c'est une belle manière de répondre aux besoins de soignants qui est criant aujourd'hui dans les hôpitaux, de protéger le travailleur et de créer de l'emploi à très haute valeur ajoutée. Très beau projet, on se retrouve tout de suite. À l'hôpital, les nouvelles technologies sont déjà bien implantées et elles ne sont pas réservées à des opérations rares ou complexes. Ainsi, il y a quelques jours, à Strasbourg, la clinique Rena a utilisé un casque de réalité augmentée pour l'implantation d'une prothèse d'épaule. La technique française est impressionnante, certaines images aussi. Je vous propose ce reportage de Cécile Motz pour Alsace 20. Au bloc opératoire, cette patiente de 69 ans souffrant d'arthrose va bénéficier d'une implantation de prothèse d'épaule. Ce matin, en plus de sa blouse, de ses gants et de ses lunettes de vue, le docteur Yves-Pierre Lemoulec porte aussi des lunettes noires un peu particulières. J'ai la représentation 3D de l'épaule du patient avec sur le logiciel la coupe, c'est-à-dire je vais couper la tête humérale, j'ai un trait sur la représentation 3D, j'ai superposé les deux ensemble et ça va me permettre de faire exactement la coupe au millimètre près en fonction de ce que j'ai planifié. Et pour arriver à un hologramme, seul changement pour les patients avant l'opération, la réalisation d'un scanner en 3 dimensions. Ça permet de faire du sur-mesure parce que les usures du cartilage sont différentes selon les patients n'ont pas le même âge, pas la même qualité osseuse, donc les modélisations 3D permettent de manière très précise de positionner les implants et d'adapter la taille. Le casque peut alors être utilisé un peu comme un GPS. Ça n'empêche pas de savoir conduire. Le GPS, c'est un outil pratique, mais si on ne sait pas conduire, ça ne sert à rien. La durée opératoire n'a pas été augmentée, ça permet plus de précision, c'est un confort supplémentaire pour le chirurgien. Ça permet également, avec la projection en 3 dimensions, de voir peut-être quelques variantes anatomiques qu'on ne visualisait pas avant avec les radios classiques. Le scanner le permet, mais la projection pendant l'intervention permet d'avoir l'anatomie précise du patient et l'anatomie chirurgicale. Grâce au casque, les opérations sont filmées et peuvent être visionnées après coup, un outil pédagogique intéressant pour ces professionnels. La clinique Rena à Strasbourg serait le 4e centre en France à utiliser cet équipement développé par des ingénieurs français. Pour terminer cette émission, je vous propose d'aller dans l'espace en passant par Reims, parce que c'est là qu'est implanté Venture Orbital System. Cette start-up prometteuse y développe des micro-lanceurs spatiaux et aussi des moteurs fusées développés en impression 3D. On va retrouver tout de suite, pour des explications, son président et fondateur, Stanislas Maximin. Venture Orbital Systems, c'est une start-up qui développe une petite fusée pour emmener dans l'espace des petits satellites qui font la taille d'une boîte à chaussures. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a eu, au cours des 20 dernières années, grâce à la miniaturisation des composants électroniques, des satellites qui sont passés de la taille d'une voiture à la taille d'une boîte à chaussures. Sauf que les lanceurs, eux, ils ont fait qu'augmenter de taille. Aujourd'hui, une fusée comme Ariane 5, c'est 20 tonnes de capacité dans l'espace. Donc vous imaginez bien qu'avec votre satellite qui pèse 10 kg, c'est compliqué, c'est comme prendre un porte-conteneur pour déplacer votre iPhone. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte la fusée à la taille des petits satellites avec Zephyr, une fusée qui fait 15 mètres de haut et qui peut envoyer dans l'espace 70 kg. Alors, vous avez créé votre usine à côté de Reims, ou à Reims, en octobre, tout à fait. Avec de belles fées sur le berceau. Oui, absolument. Alors, on a en effet inauguré notre première usine de 1700 m² à Reims et on a la chance d'être accompagné par des partenaires prestigieux.
par le CNES, on travaille également avec l'Agence spatiale européenne et des partenaires industriels comme Ariane Group, comme Safran, comme Comat et bien d'autres. Alors il y a une particularité, en tout cas moi un néophyte qui m'a interpellé, c'est que vous fabriquez tout ou partie du moteur avec de l'impression 3D. Oui, tout à fait. Ce qu'on fait globalement, c'est qu'on utilise des machines d'impression 3D métal. Globalement, qu'est-ce que c'est? On vient mettre un lit de poudre de métal, en l'occurrence nous c'est un alliage de nickel, et on va venir avec un laser faire fondre ce métal. Et on fait fondre couche par couche, ça permet d'agglomérer ces différentes couches de métal entre elles et de faire une pièce extrêmement complexe. Et historiquement, un moteur fusée, c'est plusieurs milliers de composants assemblés à la main qui nécessitent des machines faites sur mesure. Nous, avec cette imprimante 3D, on fait notre moteur en 3 pièces seulement et en moins d'une semaine. Alors, vous venez de créer votre entreprise, votre usine, pardon. Tout à fait. Quelles sont les prochaines étapes? Alors, les prochaines étapes, c'est recevoir ce fameux moteur. On l'a lancé en impression très récemment, on le reçoit livré début janvier. On va pouvoir le tester milieu de l'année 2022 et on va tester plein d'autres composants, les réservoirs, l'électronique, on va tester également le software. En 2023, on va pouvoir, alors on recrute d'ailleurs, pardon, je n'ai pas dit, on recrute 45 personnes l'année prochaine. 2023, on va mener pas mal de tests système, on va assembler les moteurs ensemble, on va les tester sur le sol, on va assembler le premier étage. 2024, on va continuer. Cette fois-ci, avec la fin des tests, le deuxième étage, on va assembler le deuxième étage avec le premier étage, mettre ça sur un pas de tir, le tester, et si tout se passe bien, fin 2024, on emmène ça sur notre pas de tir dans le nord de l'Europe pour faire un premier vol inaugural. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, c'est le mot de la fin de cette émission. Cette émission est en effet terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine économique régional. Et d'ici là, portez-vous bien et excellente fête de fin d'année.